Bon, le cadrage est un peu foireux, je n'ai pas le micro de professionnel et potentiellement on va voir le reflet de l'éclairage dans mes lunettes, mais finalement ça vient un peu confirmer un propos qu'on va avoir tout le long de cette petite séquence qui sera peut-être un peu chaotique, peut-être en plusieurs morceaux, peut-être je ne sais pas, encore faut-elle qu'elle voie le jour, puisque oui, effectivement, c'est ma première vidéo qui n'était pas du tout censée être ça, mais en fait pour la backstory, ce qui explique le titre probablement de cette vidéo, l'illustratrice Ectomorph a sorti une vidéo la semaine dernière qui s'appelle, si je ne m'abuse, le problème des illustratrices et de la romantisation. Enfin, elle parle de la romantisation dans le milieu de l'illustration. Et j'ai écouté cette petite vidéo l'autre jour en me baladant et en faisant ma promenade, j'avais 1 million de trucs sur lesquels j'avais trop envie de rebondir, de trucs à dire, de ma propre expérience, parce qu'en l'occurrence, moi, je suis un peu de l'autre côté du miroir, dans le sens où moi, j'ai pas une maxi commu sur les réseaux, je débarque un peu depuis 2 minutes, contrairement à elle qui a peut-être un point de vue un peu plus d'une créatrice de contenu qui est là depuis un moment, qui a l'habitude aussi de traiter ces thématiques-là. Moi, je vais être vraiment un peu plus en freestyle. Je n'ai pas le micro, comme j'ai dit, de professionnel, et probablement que ça va être un peu plus chaotique. J'ai pris des petites notes dans mon cahier pour suivre le chapitrage de sa vidéo et essayer de rester cohérente en réponse aux propos qu'elle a eus. Mais j'ai pas fait de recherche et tout, franchement, c'est plus des trucs spontanés qui me venaient quand j'ai écouté à la première écoute de sa vidéo. Je me dis, je veux tellement rebondir sur ça, j'ai tellement de choses à dire de ma propre expérience, etc. Le titre est probablement celui-ci, je suis illustratrice et je galère. Oui, absolument. Aujourd'hui, je me mets un peu dans une position de vulnérabilité où est-ce que je me sers, est-ce que je me desserre, je ne sais pas. Mais en fait, il y a plein de choses à dire et en vérité, j'ai eu tellement cette réflexion-là avec des gens autour de moi, ma famille, mes amis, mon copain et moi-même au quotidien que c'est un débat permanent à avoir en fait. Et le fait d'ouvrir la discussion sur ce sujet, j'ai l'impression que c'est un incontournable. Et au fond, si j'ai une chaîne YouTube, même s'il y a 2 personnes qui voient cette vidéo, j'ai l'impression que ça reste quand même un discours important à développer, un débat important à mener. Donc, je me suis dit, pour une première vidéo, pourquoi pas. Là, j'ai l'impression que j'ai un vrai propos à avoir et que c'est pas juste pour suivre des trends, etc. Ce dont on va absolument parler, c'est une auto-réponse à moi-même en fait, dans le sens où pourquoi ma première vidéo est celle-ci, avec potentiellement un cadrage un peu douteux et potentiellement une qualité un peu foireuse, parce que en fait, ça devait absolument pas être celle-là. En vérité, en début d'année, je me suis dit: «Ah, j'aimerais vraiment bien prendre plus au sérieux l'idée d'avoir une chaîne YouTube», parce que j'ai l'impression que j'ai des choses à dire. Et en fait, j'ai tourné une première vidéo, un peu style, mes résolutions, mes objectifs, machin bidule. Bon, je l'ai tourné, je me suis dit je commence vite fait à monter. Et en fait, après, j'ai été débordée par plein d'autres problématiques qui font que le montage a un peu passé à la trappe. On va parler de cette question du temps puisque Louisa, dans sa vidéo, en parle et j'ai trouvé ça ultra pertinent. Alors évidemment, la vidéo s'appelle Ma réponse à Ectomorph en mode je fais du drama, mais en vérité, hein, on sait très bien ce que c'est. Hein, c'est juste pour le clic, comme on dit. Mais en vérité, j'abonde à 1000% dans son sens. Enfin, je trouve que les propos qu'elle a tenus sont super pertinents. Et pour revenir du coup à cette première vidéo de résolution qui n'a pas vu le jour et qui ne verra jamais le jour, je l'ai tournée, j'ai commencé à la monter, c'est passé à la trappe, et en fait le temps s'est écoulé, j'ai commencé à me dire que c'était vraiment pas ouf, donc j'ai retourné une seconde fois, et elle n'est jamais sortie de mon téléphone, parce qu'en fait j'étais 100% dans la réflexion de ah mais c'est pas assez produit, c'est pas assez joli, c'est pas assez chiadé, c'est pas assez esthétique, c'est ennuyeux, j'ai qu'un plan fixe et je raconte ma vie, on s'en fout, alors que j'ai pas la petite musique d'ambiance, le, le décor parfait, enfin voilà. Et en fait, du coup, cette vidéo-là d'Ectomorph, pardon, vient me conforter dans cette posture que j'avais, de me dire, c'est quoi cette obsession que j'ai d'avoir une vidéo parfaite alors que ce serait ma première vidéo et que il faut arrêter effectivement de normaliser ce contenu
ultra romantisé qui au final perd parfois en authenticité et au fond dans lequel je m'identifie pas vraiment. C'est une vraie dissonance cognitive dont j'ai envie de parler là, à savoir que je suis absolument pas pour la pérennisation de vidéos toutes les plus romantisées les unes que les autres, mais en fait j'en consomme, j'en recherche et je me blâme moi-même quand j'ai l'impression que c'est pas assez que ça donne pas assez envie, c'est pas assez beau, c'est pas... Donc en fait, je participe à cet engrenage moi-même, puisque je le recherche et je le consomme. Et du coup, je trouve que le débat, il est intéressant à ce moment-là. Ce que Louisa, dans sa vidéo, a soulevé de manière assez généreuse avec une vidéo d'à peu près 50 minutes. Pourquoi? Pourquoi en fait? Pourquoi on consomme ce contenu-là? Pourquoi on, on va toujours plus dans cette direction? Et pourquoi même en étant conscient de ça, on continue. Donc, je vais essayer d'apporter des éléments de réponse en suivant un peu le fil conducteur qu'elle a repris. Je vais essayer un peu de garder son chapitrage, j'ai noté un peu des choses qu'elle dit et j'ai envie de rebondir dessus en partageant mon expérience. Premier point, la romantisation en général. Alors, plusieurs fois, j'ai essayé de tourner des trucs et donc effectivement, j'ai eu cette réflexion de c'est pas assez bien, c'est pas machin, truc muche, c'est pas assez romantique, c'est pas assez joli, mais en même temps, et c'est là qu'intervient cette fameuse dissonance cognitive, j'ai eu ce truc de mais en fait c'est tellement loin de la réalité, genre j'avais l'impression de créer un mensonge, j'avais l'impression d'être au théâtre en fait mon quotidien c'est pas ça. Mon quotidien c'est pas en mode et je bois mon petit thé et je mange mon petit... Mais en fait j'ai déjà fait des réels un peu drôles où je parle de ça en mode je pourrais utiliser mon petit mousseur à lait. J'ai un mousseur à lait, je participe à la culture du mousseur à lait, c'est terrible. Parfois je contribue moi-même à ce cliché, mais en même temps quand je tourne une vidéo ou même quand je tourne un réel, c'est tellement scénarisé, ça me demande parfois une logistique d'aménagement qui me décourage d'ailleurs de tourner des réels ou des vidéos parfois, parce que effectivement, en fait au moment de monter, je suis pas à l'aise quoi, j'ai l'impression de pas me reconnaître, j'ai l'impression que le propos c'est pas celui que j'ai envie de délivrer. Et contrairement à actuellement tout de suite quand je vous parle où j'ai l'impression de questionner un vrai truc et que ça puisse avoir une plus-value, puisque en fait mon quotidien ça ressemble pas du tout à ça. En fait ça ressemble, je vais me calquer sur un modèle avec des codes qu'on a l'habitude de voir, à savoir mon petit déjeuner, mon petit machin et mon petit bureau est hyper esthétique et j'utilise mon dernier iPad avec Procreate et machin. La réalité c'est pas ça en fait. La réalité c'est je suis overstimulée, je suis illustratrice débutante de manière générale, donc je galère, je doute énormément, et au quotidien, il y a des jours, ça ne veut pas. Aujourd'hui, typiquement, là, je tourne cette vidéo un peu sur un coup de tête, mais aujourd'hui, je pensais pas le faire aujourd'hui, parce que aujourd'hui, j'étais pas productive, j'avais énormément de mal, énormément de remises en question sur mon travail. Il y a des jours où, par exemple, il faut faire l'exercice du démarchage, c'est insupportable, je déteste ça. Il y a des jours où je vais me dire, ok, aujourd'hui, typiquement, j'ai gagné 0 €, demain, je sais pas si je vais gagner de l'argent, hier, j'ai gagné 0 €, comment je mange en fait, comment je fais mes courses. Voilà, en fait, c'est ça la réalité aussi, c'est la précarité. Louisa, elle en parle dans sa vidéo, on va y venir. L'argent est au centre de cette activité. Il faut arrêter de voir ça comme je me lève le matin et je prends mon petit iPad et je fais mon dessin. Non, en fait, dans cette activité, il y a plein de jours où je dessine pas. Et moi-même, j'en suis malheureuse. C'est pour ça que des fois, j'essaie vraiment volontairement de me reconnecter à ma créativité pour pouvoir quand même coller à un mode de vie qui m'intéresse et me reconnecter à pourquoi je fais ça. Parce qu'en fait, au-delà de l'aspect je fais quelque chose que j'ai envie de faire, je fais quelque chose que j'aime, et au final pour moi c'est même pas un dilemme parce qu'en fait je veux pas faire autre chose, ça me rend malheureuse. Des contreparties, il y en a plein en fait. C'est-à-dire que c'est précaire, faut être ultra autonome, faut constamment se remettre en question sur son travail, c'est très solitaire également, et c'est ça la réalité du quotidien. C'est-à-dire que je suis chez moi, seule, toute la journée, et je dois me remuer les méninges, et je dois prendre en compte que en fait potentiellement je vais passer une journée entière à préparer un réel et que ça va flopper, que je vais y rapporter 0 argent, que je vais faire un drop sur ma boutique. Là par exemple j'ai fait un sondage, voulez-vous une collection de Saint-Valentin? J'ai eu 100% de oui, avec sur le sondage peut-être, je sais pas, 30 personnes qui ont répondu oui. Bon, évidemment sur un ratio de 30 personnes, j'imagine bien qu'il n'y a pas 30 personnes qui vont commander, mais bénéfice net, j'ai mis 3 jours à designer ma collection, 3 jours entiers de taf, j'ai eu une commande. Voilà, une commande à 13 €. Donc en 3 jours, j'ai fait 13 €. Voilà, c'est merveilleux.
Ça, c'est la réalité de la vie d'illustratrice. Évidemment, quand je dis ça, moi je me mets en position de méga vulnérabilité parce que peut-être que je me dessert en disant le truc tel qu'il est, mais je pense pas tant que ça parce qu'en fait, je pense que c'est la réalité de beaucoup de monde. D'ailleurs, j'ai envie aussi de parler des retours que j'ai sur les réseaux sociaux. Pareil, on va développer pas mal sur les réseaux sociaux, mais c'est hyper intéressant de voir que j'ai beaucoup de retours sur les réseaux sociaux de ah mais toi t'as l'air tellement de bien t'en sortir, machin, etc. D'où ce truc là de ne pas tomber dans cet engrenage de romantisation du quotidien, parce qu'en fait ça donne ce truc là de il y a un truc d'ego, je pense, parce qu'évidemment, quand on me dit oh, t'as l'air tellement de bien t'en sortir, moi, ça, c'est une manière d'un peu de m'auto-convaincre de ok, Clémentine, t'as tes shit together, tu sais ce que tu fais, enfin, fonce. Il y a un truc de un peu prise de confiance en moi, en mode fake it till you make it. J'ai montré que je savais ce que je faisais, les gens croient que je sais ce que je fais, donc je sais ce que je fais. Mais sauf que derrière, c'est un struggle, c'est un combat de tous les instants. Les réseaux sociaux me pompent l'air. Toutes les 2 semaines à peu près, j'ai une overdose de Instagram. Sauf qu'en même temps, bah, j'essaie de me raisonner à me dire, bah ouais, mais passage obligé Instagram, toi-même tu sais. Donc, je me conditionne à, par exemple, faire des réels. Comme disait Louisa, les formats courts, franchement, c'est un sup. Je le fais parce qu'en fait, des fois, je vois du résultat. Et des fois, j'en vois pas. C'est complètement aléatoire. Donc, en fait, j'ai ce retour de ah, mais toi, tu postes régulièrement, tu sais ce que tu fais, tu produis à fond. Ouais, mais peut-être que je donne cette impression-là, mais moi j'ai l'impression que c'est pas assez. J'ai l'impression qu'Instagram, parfois, bah, faut dire les choses telles qu'elles sont, se fout de ma gueule. Il y a ce truc-là, où en story en général, je suis très cynique et très transparente par rapport à ça, parce que franchement, Instagram me saoule très régulièrement. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que cet aspect de bah faut romantiser constamment, bah ça crée un énorme mensonge autour de la réalité de la vie d'illustrateur, parce que même si on a l'impression que je poste régulièrement, que je suis toujours pleine d'idées et que je sais ce que je fais, c'est faux. Voilà, c'est dit, c'est faux. Alors je voulais aussi parler du fait que je pense qu'il y a aussi une sorte d'auto-romantisation. Par exemple, j'ai vu plein de réels passer comment je romantise ma vie, comment romantiser sa vie en tant qu'illustratrice, etc. S'auto-romantiser, il y a une conscientisation du fait que les réseaux, ça romantise et ça trompe sur plein de points. Mais je pense qu'il y a une volonté de sauter dedans, à pieds joints, pour avoir un prétexte pour créer du contenu, en fait, j'ai l'impression. C'est-à-dire que moi-même, je vais me dire, oh, je vais me faire un bel espace, je vais me faire un beau bureau, je vais me faire ceci, parce qu'en fait, naturellement, ça va me créer de la ressource pour poster sur les réseaux sociaux, parce que je vais me dire, bon ben voilà, je me suis créé un beau bureau, donc maintenant, je vais avoir de quoi poster sur les réseaux sociaux, et après, on rentre dans ce cercle qui, au final, n'est absolument pas un cercle vertueux, mais un cercle vicieux, parce qu'effectivement, comme le dit Louisa dans sa vidéo, ça pousse à la consommation, et ça crée du fake, c'est-à-dire, bah, potentiellement, s'acheter des trucs qu'on n'aime pas tant, mais qu'on voit partout, potentiellement, se créer un espace qui est pas fonctionnel, mais qui est joli. Bah, en fait, on se convainc soi-même que c'est bon, en mode, oh, je vais auto-romantiser ma vie parce que ça va me créer de la joie, mais en fait, derrière, bah, c'est complètement calculé, quoi. J'ai l'impression qu'il y a un but à ça et qui est complètement dénué d'une volonté propre. C'est vraiment en mode, bah, en fait, je le fais parce que j'ai pas l'impression de l'être, mais c'est que c'est 100% sous influence de ce que je vois au quotidien sur les réseaux sociaux. Et je le suis martelée, matraquée au quotidien de ces images-là. Et j'ai l'impression que c'est une norme dans laquelle il faut que je rentre, parce que tous les illustrateurs ont un beau bureau, tous les illustrateurs font des super beaux plans, tous les illustrateurs ont un frame wall avec plein d'originaux et de pièces qu'ils ont créées, et de machins et de trucs, et ils font de la céramique. Et oui. Alors, dans un sens, je trouve que ça crée un bouillonnement de motivation, mais en même temps, bah c'est faux en fait, c'est faux. Mais je pense qu'il y a une volonté d'auto-romantiser pour se donner un support à diffuser sur les réseaux sociaux. Et donc on en revient toujours à ce truc d'apparence, de qu'est-ce qu'on montre et dans quelle mesure on le romantise. Je suis en roue libre, hein, donc je sais pas si mon propos il est clair. Il est là, c'est comme ça. Voilà. Elle parle aussi, du coup, Louisa, dans sa vidéo, des illustrateurs. Donc, notamment, elle prend l'exemple des tradwives que j'ai trouvé assez intéressant, effectivement. Notamment, toutes ces illustratrices qui passent leur vie au café, machin et tout. Les gars, moi, je peux pas, en fait. Je ne peux pas
Déjà, c'est pas ma réalité, comme je l'ai dit tout à l'heure, mon quotidien, c'est pas ça. Mais en plus, bah je peux pas, en fait, je peux pas aller tous les jours me payer un café, une pâtisserie, machin. Non, en fait, si pendant 3 jours j'ai fait 13 €, vous vous doutez bien que je vais pas mettre 8 balles dans une pâtisserie et un café, en fait. Enfin, c'est n'importe quoi. Et oui, oui, on en est à ce degré de compter ses sous. Oui, oui, ça a l'air absolument terrible de se dire que j'en suis à ça. Mais en fait, dites-vous bien que si tous les jours, je vais au café et que je dépense 8 € et qu'en 3 jours je gagne 13 €, au bout d'un moment, les calculs sont pas bons. Enfin, vous vous doutez bien qu'à la fin du mois, il y a un truc qui cloche, quoi. D'autant plus que aller au café, c'est une logistique, en fait. C'est une question de temps. Il faut avoir le temps d'aller, genre, soit prendre sa voiture, soit aller à pied jusqu'à son café, s'installer, potentiellement être déconcentré parce qu'il y a machin que tu connais, parler avec bidule, il y a trop de bruit dans le café, il y a pas de wifi, il y a machin. Donc, potentiellement, se mettre en posture de mission complètement échouée, si ce n'est j'ai pu faire une photo ou une story de je suis au café avec mon petit cookie, j'ai mon iPad ou mon sketchbook sur la table et du coup on dirait que je suis désirable dans mon métier d'illustratrice. Alors que potentiellement, au bout du compte, je vais avoir rien dessiné ou alors je vais avoir rien produit de foncièrement rentable. Et je sais que c'est horrible de dire que ce métier-là, c'est une question de rentabilisation. Mais en fait, illustrateur, oui, c'est un métier créatif. Oui, c'est un métier qu'on est voué à aimer. Et si on le fait, c'est parce qu'on aime ça. Mais c'est un métier, en fait. Et le but, bah, c'est de gagner de l'argent. Ça peut sonner extrêmement pragmatique, surtout venant de moi, parce que je pense que je suis vraiment pas l'héroïne du pragmatisme en aucune façon. Mais ben, c'est une réalité qui te rattrape au quotidien. C'est-à-dire que tu arrives à la caisse pour payer tes courses, tu vas pas payer la caissière avec une illustration, quoi. Donc, bon, c'est la réalité, c'est tout. Elle évoque aussi le concept de la slow life, qui va un peu avec ce truc-là de aller dans un café, la tradwife, le machin et tout. Bah, ça recoupe ce que je disais. Moi, pas du tout. Je ne suis pas dans la slow life, mais jamais de la vie en fait. C'est-à-dire qu'une journée type, déjà, bah en fait, comme je suis chez moi, je suis vite aussi embarquée par les corvées, j'étends le linge par-ci, je fais la vaisselle par-là, je fais l'aspirateur, je fais le machin. Donc en fait, hop hop hop, électron libre. J'ai pas de moment où je me prélasse en mode je suis en train de boire mon petit café, je kiffe ma vie et en fait je suis zen et j'ouvre mes chakras. En fait, non, pas du tout. En fait, tous les lundis, je me fais une maxi to-do list. Alors moi, c'est mon fonctionnement, ça fonctionne comme ça avec moi, mais que ce soit ce fonctionnement-là ou un autre, je pense que de toute façon, il y a des tâches à faire au quotidien. En fait, du travail, j'en ai tout le temps. C'est-à-dire que même si j'ai pas de clients, même si j'ai pas de projet sur le feu, ben en fait j'ai sans arrêt. En fait, je peux me renouveler, trouver une autre illustration, améliorer ma boutique en ligne, sortir une nouvelle collection, redessiner, remachiner, réfléchir. La slow life, c'est non en fait. Genre j'ai pas le temps de me dire je prends un jour off. Pour vous dire, je suis une grande migraineuse, j'ai très souvent mal à la tête, à peu près une fois par semaine. Quand j'ai mal au crâne, je culpabilise, c'est-à-dire que comme je suis clouée au lit, je me dis ah, putain là, ça va pas, je gagne pas d'argent, machin et tout. C'est-à-dire que la slow life, c'est non, c'est même pas envisageable. Enfin, alors j'essaie de me fixer des horaires, j'essaie d'être quand même de prendre en compte ma santé mentale et tout ça, c'est-à-dire que moi, mon copain, il a des horaires de travail un peu plus traditionnels, donc quand il rentre le soir, hop, je coupe. Si je peux le week-end, je travaille pas, mais c'est pas systématique, hein, forcément, en tant qu'illustratrice débutante et donc illustratrice galérienne. Si on me dit, bah, j'ai du travail pour toi, mais c'est samedi, je vais pas dire, non, je vis la slow life, pardon. Faut arrêter de croire qu'on va quitter son CDI stable pour vivre la slow life et genre aller boire des cafés, hein. Être auto-entrepreneur, c'est être galérien. Et une fois qu'on a les pieds dedans, on le comprend. Et donc, effectivement, elle fait le constat dans sa vidéo, Louisa, pouvoir romantiser, c'est être privilégié. Et alors là, je pense que c'est le résumé ultime du propos que j'essaie de tenir là. Oui, oui, complètement. Romantiser, c'est être privilégié. C'est-à-dire avoir les beaux objets, avoir le temps, avoir la place, vivre par exemple dans la bonne ville, pouvoir voyager. Enfin, voilà. Mais en fait, tout ça, ça a un coût. C'est-à-dire que vivre à Paris, c'est pas donné. Pouvoir faire des plans magnifiques en drone aux Bahamas, c'est pareil. Enfin là je généralise un peu à tous les contenus romantisés, hein, pas que aux contenus d'illustratrice, bien qu'il y en a quand même, des contenus hyper travaillés, hyper produits, etc. Pouvoir, je sais pas, avoir une excellente caméra, avoir un excellent micro. Je filme avec mon iPhone 11 et j'ai pas de micro en fait, hein, et j'ai une petite lampe pliable toute pourrie qui me sert pour mes marchés. Voilà, hein, c'est tout. Donc au bout d'un moment, oui, en fait, romantiser, c'est être privilégié. Et c'est avoir le temps à perdre de faire un setup, réorganiser toute sa maison pour repeindre ce mur-là. Aujourd'hui, c'est pas ma préoccupation en tant qu'illustratrice débutante. Voilà, c'est une réalité. Je jette pas la pierre à ceux qui peuvent le faire. Effectivement, depuis tout à l'heure, je cite des trucs. Attention, ce n'est pas en mode je suis une rageuse. C'est en mode
on démocratise ces modes de vie-là, alors qu'en fait, ça ne concerne qu'une infime portion de personnes dans ce game-là, et même ces personnes qui sont dans ce game-là, elles ont d'autres problématiques à gérer, en fait. C'est surtout ça le propos, en vérité. Effectivement, être privilégié égale pouvoir romantiser sa vie, aussi pour la question du temps, parce que tout à l'heure, on parlait des réseaux sociaux, c'est sûr que moi, je peux passer des heures et des heures et des heures à créer du contenu pour Instagram, ça va flopper, ça va me rapporter zéro. Aujourd'hui, je suis quand même obligée de travailler sur mon Instagram, parce qu'en fait, je suis quand même dans ce truc de et si demain je me lève et que mon réel il a fait un maxi buzz et que j'ai gagné 5000 abonnés, 10 000 abonnés, même 1000 abonnés, et en fait ça veut dire que ça peut me changer la vie, en fait, au point où j'en suis. Donc je suis obligée de continuer à travailler, et c'est vrai que des fois c'est littéralement avoir l'impression de se battre contre des moulins à vent. C'est-à-dire que parfois je peux passer 15 heures sur une illustration, et au bout du compte, ça va me rapporter zéro. Ma publication va avoir une durée de vie d'environ 2 heures. Je vais avoir quelques likes. Hop, ça passe à la trappe. Terminé. 0 € de rapporté. Voilà. À savoir qu'il y a beaucoup de... forcément, moi, je suis énormément de comptes d'illustrateurs sur les réseaux. Il y a beaucoup d'illustrateurs qui sont en mode... en ce moment, j'ai une perte d'engagement, machin et tout. Mais les gars, si vous avez une perte d'engagement avec 30 000, 50 000, 100 000 followers, vous imaginez bien que moi, avec mes 700 followers, on va pas être trop chill demain, quoi. Hein. Bon, bref. Déjà, je pense que eux, de leur point de vue, avec une grosse communauté, ça doit être difficile à gérer. Bon, évidemment, c'est un peu exponentiel, c'est-à-dire que eux, ils peuvent perdre des 1000 followers d'un coup, alors que moi, ça risque pas d'arriver, puisque j'en ai même pas 1000. Mais c'est vrai que si on met à leur échelle, déjà, ça doit être dur de fou. Mais forcément, moi, à ma microscopique échelle, en fait, les conséquences sont encore plus... sont encore plus extrêmes, hein, forcément. Donc du coup, la question qu'elle pose dans sa vidéo, Louisa, c'est pourquoi on regarde autant ce type de contenu. Moi, j'ai soulevé plusieurs points aussi parce que j'ai lu les commentaires un peu sous sa vidéo, j'ai vu des choses qui m'ont intéressée, il y a plusieurs trucs, je pense, qui ressortent. Une forme de voyeurisme, je pense, mais bon, ça, c'est pas nouveau sur les réseaux sociaux. Peut-être que le patriarcat a à voir avec ça, je pense que d'une manière générale ça a à voir avec ça, parce qu'évidemment, comme elle le précise dans sa vidéo, il y a quand même un truc lié à la place de la femme qui gagne de l'argent, la femme indépendante, et donc du coup des comportements, je pense, intériorisés de est-ce que je suis légitime à gagner de l'argent, est-ce que je suis légitime à être indépendante, enfin plein de problèmes. Je vous refais pas la question du patriarcat, mais en général dans des comportements sociétaux et des constructions un peu douteuses, il y a toujours, ça intervient toujours à un moment donné, et j'en suis désolée, mais c'est la réalité. Et après, je pense, en vérité, peut-être que c'est même majoritaire, et que c'est pour ça que moi-même, je consomme ça, le besoin un peu de s'évader, et de voir quelque chose qui fait rêver. Parce qu'en fait, moi-même, je vais consommer ça, moi-même, je vais m'en inspirer, et moi-même, ça va déterminer ma façon de créer mon propre contenu, en fait. D'autant plus que, là, par exemple, je vous parle en pleine vulnérabilité, et j'avoue que je suis un peu en mode, voilà, c'est dit, advienne que pourra. Mais c'est vrai que j'ai un peu ce truc-là intériorisé de ouais, mais en fait, je vais passer pour une râleuse, je vais passer pour une rabat-joie, je vais passer pour quelqu'un de négatif. Alors qu'en fait, au fond, je pense pas que mon propos il soit si négatif, je pense juste que c'est une dépiction assez réelle du quotidien de plein d'illustrateurs et à plus grande échelle, de gens dans le milieu artistique. Et après, je pense qu'au fond, si on pousse le truc, alors c'est basé sur rien si ce n'est mon analyse du truc, hein. C'est pas des recherches, il n'y a pas d'études scientifiques, c'est pas fact-checké mon truc, c'est juste une interprétation. J'ai l'impression que c'est lié à un truc, pourquoi on romantise et pourquoi on consomme et pourquoi on donne du grain à moudre à ce truc-là, parce que tout ce qui est propre à l'influence en général, c'est une envie de se faire apprécier, une envie de se faire aimer, et donc en fait c'est un ego trip, je pense. De toute façon, créer sur internet, il y a une forme d'ego, même si en tant qu'artiste c'est devenu un peu inévitable hors l'ego, parce qu'en fait c'est devenu un portfolio vivant en fait, hein, donc on n'a pas trop le choix d'utiliser ce médium là. Mais je pense qu'on romantise beaucoup parce qu'on a envie que l'autre ait l'impression que notre vie est incroyable, c'est tout. Et on a envie de donner l'impression qu'en fait, être artiste, c'est tellement chill, et qu'en fait, on crée, et qu'en fait, on vit pour notre art, et qu'on est emporté par la création, et que c'est tellement un mécanisme incroyable
Oui, il y a de ça en fait, quand on est dans le flow de la création, c'est incroyable. Mais en fait, ce qui est incroyable, c'est absolument pas le moment où on le montre. Enfin, en tout cas, pour moi, pas du tout, hein. Moi, ce que je kiffe, c'est je suis dans ma bulle, j'ai mon casque avec un podcast ou de l'ASMR, ou alors je regarde une petite série, je capte rien autour de moi et je fais ma création et je demande rien à personne. Et en vrai, le moment où je dois commencer à poster, le prendre en photo ou le scanner ou le rendre joli pour que ça aille dans mon feed Insta, c'est ce moment-là où ça commence à me saouler en fait. Donc je pense qu'il y a de ça en fait. Je pense que c'est vraiment lié à un peu ce truc-là de vouloir susciter de l'admiration. Voilà, c'est un engrenage un peu malsain qui est lié, je pense, enfin c'est un peu le mal du siècle, je pense, lié à l'influence, le truc de vouloir se faire voir et se faire bien voir et faire rêver, etc., etc. À votre avis, pourquoi des milliers aujourd'hui de comptes vendent des formations en ligne pour avoir du succès sur les réseaux sociaux et machin et trucs insupportables. C'était la parenthèse. Elle mentionne aussi ectomorphe dans sa vidéo. C'est sûr qu'on a plus envie de voir le quotidien de quelqu'un qui réussit. Oui, oui, totalement. Et je pense que ça, c'est fact-checké pour le coup. C'est le biais du survivant. Alors je crois qu'elle le mentionne pas en ces termes, hein, mais c'est totalement le biais du survivant. C'est-à-dire que... Alors pour ceux qui savent pas le biais du survivant, je vais probablement l'expliquer de manière très douteuse. Mais en gros, le biais du survivant, c'est vouloir utiliser quelqu'un qui réussit, qui est un parmi tant d'autres, plutôt que de se confronter à la réalité statistique. C'est-à-dire que moi, forcément, je vais avoir envie de regarder une seule illustratrice qui a un maxi succès et me dire, mais si elle l'a fait, moi aussi, plutôt que de me confronter à la réalité qu'il y a des milliers qui essaient et qui se gaufrent en fait. Ça c'est le biais du survivant. Et je pense que évidemment que on a plus envie de voir quelqu'un qui a l'air de réussir pour se conforter dans l'idée que pour nous aussi ça devrait marcher. Ça pour moi c'est propre plutôt à quand on est dans ma situation et qu'on est illustrateur, qu'on débute, etc. Évidemment on a envie d'avoir énormément d'espoir. De toute façon sinon on ferait pas ça. Mais c'est vrai que le biais du survivant c'est un biais, donc il faut aussi parfois en sortir et se rendre compte que la vie c'est pas un cookie. Voilà. Allez, chapitre suivant. Du coup, elle parle aussi de l'uniformisation. En fait, je suis désolée, c'est pas ultra fluide, hein, c'est juste je saute de point en point parce que j'ai noté plein de trucs, c'est pas... Je n'ai pas construit ma vidéo pendant 10 ans, hein. Là je viens de réécouter la vidéo, j'ai noté tout ce qui me passait par la tête et là je filme en freestyle. Je l'ai déjà dit, mais je le redis parce que potentiellement vous allez être en mode c'est un peu décousu. Non, en fait je suis juste à vidéo à elle et je reprends les points qui m'intéressent. Bref. Évidemment, la vidéo a coupé parce que j'avais plus de place sur mon téléphone. Et galère quand on n'a pas une caméra et qu'on n'est pas un professionnel. Du coup, on parlait de l'uniformisation. L'uniformisation, c'est-à-dire qu'on voit les mêmes codes partout, on voit des vidéos très similaires, on voit des styles de dessin très similaires. Alors dans sa vidéo, Louisa, elle parle d'une illustratrice notamment américaine qui a presque inventé un style de dessin parce que maintenant tout le monde dessine comme elle. Elle drop pas le nom parce que elle voulait pas donner de nom et elle a tout à fait le droit. Moi, je pense que je vais drop le name parce que je pense savoir de qui elle parle et honnêtement, même si c'est pas elle, je pense que celle dont je vais parler, c'est un excellent exemple et en l'occurrence, je pense qu'il y a littéralement 3 pélos qui vont voir ma vidéo, donc je peux drop le name, il va rien se passer. Donc elle parle, je pense, de l'illustratrice Lee Elexon. Lee Elexon, c'est une illustratrice que je suis depuis des années, vraiment, ça fait un bon moment. Même avant qu'elle soit aussi copiée, recopiée, empruntée de toutes parts. En l'occurrence, quand j'ai commencé à la suivre, elle développait peu à peu une patte assez sympa et tout. Et en vrai, je commençais à voir sur Instagram des posts en mode « Oh, Lee Elexon, oh, Lee Elexon !» Et en fait, je commençais à regarder et c'était pas elle. Et c'est là que j'ai capté ce truc de « Ok, tout le monde copie Lee Elexon ». Moi-même, je pense que j'ai été influencée dans certains styles par ce qu'elle créait, en fait. Mais après, j'avoue qu'il y a des codes qui se sont retrouvés partout. C'est-à-dire, elle s'est mise à dessiner, par exemple, des vases avec des poissons dessus. Tout le monde a fait ça. Elle s'est mise à dessiner des maillons de chaîne. Tout le monde a dessiné ça. Enfin, voilà, c'est plein de petites micro-traînes comme ça. Quand on regarde à la loupe, c'est insupportable en fait, tout le monde fait la même chose. Par exemple, il y a une mode de dessiner des paires de Santiago, là, tout le monde l'a fait, enfin, des trucs comme ça. Si vous n'êtes pas dans le game de l'illustration, peut-être que vous ne voyez pas revenir sans arrêt ces sujets-là, mais honnêtement, ça revient énormément, et même moi, ça m'influence énormément dans ce que je crois avoir envie de dessiner, et c'est ça qui me fait peur des fois, parce que j'en viens à ce point qui est hyper important, c'est que j'ai l'impression que je suis à un stade où, aujourd'hui, je ne crée pas à 100% ce que j'ai envie de créer. C'est-à-dire que je suis ultra influencée par ce que je vois et sur des méthodes de création, alors que je sais que je peux totalement sortir, que j'ai la créativité nécessaire, mais je suis tellement dans cet engrenage d'avoir tout le temps de la surinformation, surstimulation de visuels qui sont tous les mêmes, qu'au bout d'un moment, ça fait un peu de la bouillie dans le cerveau et on n'arrive plus à réfléchir par soi-même. C'est pour ça que j'ai eu un peu ce truc de j'en ai marre de Pinterest, j'ai envie d'aller à la bibliothèque, trouver des vrais visuels, chiner des magazines, enfin...
trouver un peu des sources d'inspiration qui changent en fait. Et par exemple, typiquement sur les médiums qui s'uniformisent énormément, on a vu une arrivée de l'iPad et de Procreate en masse. Moi-même, très souvent, je n'utilise que Procreate, ça me saoule. Ça y est, là, je suis arrivée à un moment où ça me saoule. J'adore dessiner avec Procreate, j'adore dessiner avec mon iPad, j'adore me caler dans mon lit juste avec ma tablette, c'est super. En plus, l'iPad fait des trucs de zinzin, c'est génial. Et franchement, je ne renoncerai pas au dessin digital. Sauf que moi, je suis une meuf qui vient du dessin traditionnel, j'aime le dessin traditionnel avant tout, j'aime bidouiller avec du vrai matériel, c'est-à-dire les crayons de couleur, j'aime la matière, j'aime... Enfin voilà quoi. Et en fait... Aujourd'hui, je me prends à me dire, putain, j'ai envie de retourner au tradi. Sauf qu'en fait, j'ai l'impression qu'une fois qu'on a fait le pont tradi vers digital, l'inverse est ultra compliqué parce qu'on a pris des habitudes de facilité assez ouf avec l'iPad. Aujourd'hui, je pense que cette mode-là, je serais pas tombée dedans si j'avais pas été complètement influencée par ce que je voyais sur les réseaux sociaux. Pourquoi j'ai acheté un iPad ? La seule et unique raison, c'est pour dessiner en fait. C'est pas pour me servir d'une tablette, c'est vraiment juste pour dessiner. Donc, en vérité, je sais que j'en ai eu une à cause des réseaux sociaux. Je suis ultra grateful de l'avoir eu parce que ça m'a aussi servi typiquement dans mes études par exemple pour plein de trucs. Et même aujourd'hui, je suis trop contente de l'avoir parce que j'ai réussi à créer des trucs trop cool. Mais en même temps, des fois, je trouve que mon trait il perd énormément de vivacité, que mon style il s'uniformise énormément à ce qu'on voit. Ma palette de couleurs, je me dis est-ce que c'est pas un peu chiant, enfin voilà. Après, je suis assez heureuse sur les retours que j'ai sur mes illustrations parce qu'on me dit souvent, on dirait que c'est fait au feutre, etc. Donc je sens que j'arrive à garder ma patte un peu liée au tradi, mais dans ce cas-là, pourquoi pas être sur du vrai tradi et créer quelque chose d'un peu plus organique, quoi. Parce qu'en fait, j'ai été complètement conditionnée à me dire il faut que j'ai un beau feed avec une belle uniformité de palette de couleurs. Donc, il faut que je puisse avoir toujours la même palette de couleurs. Et pour ce faire, c'est bien d'être sur Procreate, d'avoir sa palette. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai une palette un peu type, un peu signature. Je suis contente de l'avoir développée. Je l'aime beaucoup. Mais en même temps, c'est vrai qu'en fin d'année, pour mon marché de Noël, j'ai fait du tradi. Et j'ai adoré en fait, je me suis dit, mais pourquoi je prends pas plus souvent en fait? J'adore ça, pourquoi je le fais pas? Et parce qu'en fait, je suis tombée dans cet engrenage d'uniformisation et de romantisation de, voilà, j'utilise mon iPad, je mets les speed drawings de ma création sur Procreate, machin et tout. Saoulant en fait, parce que je sens que je me déconnecte énormément à ce qui me rend créative et ce qui fait que je suis une illustratrice qui n'est pas comme l'illustratrice d'à côté en fait. Passons au point suivant, elle parle aussi de l'importance des réseaux sociaux et à quel point ça peut être décourageant. Oui, 100%, oui, 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 oui. Je l'ai dit déjà un peu plus tôt. Franchement, je suis désolée, mais Instagram, c'est un vrai mindfuck en fait. Enfin, je veux dire, des fois, je sais pas pourquoi. Et des fois, je regarde mes statistiques, je vois que ouais, j'ai gagné des abonnés, donc c'est cool, mais en fait, je vois que j'en ai perdu 18. Je suis jamais comment 18? Comment 18? Genre, qu'est-ce qu'ils font les gens? Moi, je pense que je me désabonne jamais à personne. Comment? Qui? Quoi? Pourquoi? Et c'est vrai que c'est ultra décourageant, mais on en dépend en fait. C'est vrai que moi, j'ai une boutique en ligne, mais qui va trouver ma boutique en ligne sur Google par hasard? Personne en fait, personne. Si les gens ils vont sur ma boutique en ligne, c'est parce qu'ils la voient via Instagram, parce que j'en fais la promotion à répétition. Sauf qu'en fait, avec une communauté de 800 personnes, je sais que je vais pas faire des ventes de zinzin en fait. Et aujourd'hui, tout passe par les followers. Si t'as 500 000 followers, c'est sûr, t'es tranquille. Hein. Tu peux dropper une énorme daube. Tu sais que tu vendras quand même. Et c'est le jeu aujourd'hui, et c'est un jeu qu'il faut accepter, et c'est ultra difficile. Et du coup, c'est là qu'elle questionne ce truc-là de peut-on blâmer les gens qui sont des copycats et qui tout le temps, ils uniformisent le contenu, ils contribuent à uniformiser, à romantiser un contenu. Pas vraiment en vérité, parce que dès qu'on est différent sur les réseaux sociaux, on floppe. Voilà, point. Moi, j'ai mené mes petites expérimentations à mon échelle pour voir qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui fonctionnait pas. C'est hallucinant. C'est-à-dire que j'ai fait des trucs où je mets mon visage à ça, et je parle et c'est même pas vraiment si intéressant. Et ensuite, je monte mes créas. Enfin, j'essaie de faire un réel un peu ludique, mais je commence le réel par montrer ma tête un peu avec une catchphrase en jaune là au milieu de mon crâne. C'est mes réels qui ont le mieux marché et j'ai gagné plein d'abonnés grâce à ce réel-là. Par contre, je fais un réel genre où je fais des petites animations gif, etc., un peu rigolotes et tout le monde s'en fout. Je fais des réels un peu créatifs, mais en fait on voit pas mon visage, où je ne parle pas à la caméra, tout le monde s'en fout. Il y a ce truc-là de, en fait je vais rentrer dans le moule pour que ça fonctionne, parce que la pérennité de mon activité dépend de ma capacité à faire fonctionner mes réseaux sociaux. Et là, du coup, on rentre dans un engrenage de est-ce que j'ai envie de participer à ce truc-là, en fait?
Alors effectivement, elle dit qu'on ne fait pas assez la promotion des autres canaux de vente possibles en tant qu'illustrateur. Et ce qui a bien fonctionné pour moi, c'est le fait de faire des marchés et de rencontrer les gens in real life. De toute façon, il n'y a pas photo. Les trucs qui se sont concrétisés vraiment, c'est les trucs où j'ai rencontré les personnes en vrai. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a une culture autour du marché, un peu de faire des marchés, c'est être un peu en saltimbanque. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça. Et du coup, c'est pas aussi romantique en fait. Donc j'ai l'impression que ça marche pas autant. Chapitre 2, à savoir illustration et influence. Donc sur ce chapitre-là, je pensais que j'aurais pas grand-chose à dire. Et en fait, en réécoutant, je me suis surprise à quand même avoir des choses à dire. Elle dit, on n'est pas tous autant à l'aise devant une caméra, on n'a pas tous la chance de connaître des gens, etc. Et alors ça, c'est un truc, mais complètement en fait. Je suis tellement d'accord. C'est-à-dire que effectivement, moi, là, je le prends sur moi en fait pour parler devant une caméra. C'est pas un truc qui est naturel chez moi. Je suis pas influenceuse, les gars. Moi, je suis artiste à la base. Je me suis formée à ça. Et genre, si je fais ça, c'est juste parce que j'ai envie de créer. Hein. J'ai pas envie de devoir montrer ma tête au quotidien. Mais en fait, ça fait partie du package. Donc évidemment, dans un travail, il faut accepter qu'il y a des trucs qu'on aime moins faire que d'autres. Sauf qu'il y a des trucs où on est moins à l'aise que d'autres. Et en l'occurrence, la partie com, c'est une partie primordiale. Je sais plus. J'écoutais un truc l'autre jour, une interview de je sais plus qui, dans je sais plus quoi, c'est ultra bien sourcé mon histoire, où la personne disait les gens qui sont bons à créer, ils sont nuls à communiquer, et les gens qui sont nuls à créer, ils sont très bons à communiquer parce qu'en fait ils passent tout leur temps à communiquer pour cacher le fait que ce qu'ils créent c'est nul. Bon, c'est quelque chose qui grossit énormément le trait. On peut être bon dans les deux, on peut être moyen dans les deux, voilà. Mais j'ai beaucoup aimé cette façon de voir les choses, parce qu'effectivement, j'ai l'impression, c'est une réalité, on peut pas être bon partout en fait. Et du coup, moi, si j'ai choisi cette activité-là, c'est pas parce que je veux faire du marketing ou je veux être community manager ou quoi en fait. Non, en fait, si j'ai choisi cette activité-là, c'est que j'ai envie de, grosso modo, si on caricature, faire mon petit gribouillage dans mon coin en fait. Et c'est vrai que, de même, qu'on ne connaît pas tous des gens. Moi, je connais... J'allais dire je connais des gars, là, ça y est, je fais ma meuf du sud alors que ça fait 2 minutes que j'habite dans le PACA. Je connais personne. J'ai pas de contact de zinzin qui peuvent me booster, en fait. J'ai pas de gens qui poussent mon compte. J'ai pas... Non, en fait, je suis obligée de créer mon réseau toute seule. D'autant plus que, typiquement, pour raconter ma life, j'ai déménagé à l'autre bout de la France, donc dans le sud, il y a à peine un an. Donc je connaissais personne, je dois tout reconstruire en termes de réseau, etc. C'est un travail de titan. Et donc, forcément, ça nous met pas sur un pied d'égalité dès le début. Et du coup, on en vient à un point assez intéressant. Alors je crois qu'elle en parle un peu, mais j'ai eu cette discussion pas mal avec des gens autour de moi. C'est le fait d'accepter qu'on se vend soi et qu'on ne vend pas son produit. Et ça, c'était terrible pour moi parce qu'au tout début, quand j'ai commencé, quand j'ai ouvert mon entreprise et que j'ai voulu vendre mes créations, en fait, moi j'étais en mode, j'ai pas envie qu'il y ait un visage derrière ce que je crée, j'ai envie que les gens ils achètent parce que ce que je fais ça leur plaît. Sauf qu'en fait, j'ai remarqué que la plupart du temps, les gens ils achètent parce que c'est moi. Et ça, c'est horrible parce que en fait, ça veut dire que ils achètent une. Alors c'est réel, ce que je crée c'est une part de moi, ça c'est vrai. Mais ils achètent aussi parce que potentiellement ils s'identifient à moi, potentiellement je leur suis sympathique, potentiellement ils me connaissent et ils aiment bien, ils ont un bon feeling avec moi. Enfin, il peut y avoir plein de raisons. Mais en général, c'est plus relié à ma personne que à l'art pour l'art. Et ça, faut l'accepter. Et ça, c'est typiquement le jeu des réseaux sociaux et de l'influence en fait. Et ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Je mets ma tête en premier plan, comme ça en gros plan. Je vais avoir des gens qui s'abonnent en fait. De même que quand je fais des marchés, quand je fais des trucs, si je sympathise avec les gens, que je prends le temps de discuter avec eux, ça va plus déclencher l'achat, forcément. C'est du marketing de toute manière. Mais c'est vrai que j'ai dû accepter que les gens, ils vont être plus enclins à acheter si c'est moi qui vends mon propre truc en me marketant moi-même en tant que personne, plutôt que juste en mode « Regardez ce que j'ai fait, c'est joli ». Voilà. Et c'est vrai que j'ai dû faire un vrai travail sur moi-même par rapport à ça et me dire, voilà, en fait, c'est pas mon illustration que je vends, c'est mon image qui passe à travers cette illustration. Au fond, c'est la seule manière de justifier mes prix, parce que oui, évidemment, on est obligé de se justifier au quotidien sur tout ce qui touche à l'argent, c'est formidable. Parce que comment tu justifies que en fait, tu vends ton print. Alors, elle l'explique dans sa vidéo, Louisa. Comment t'expliques qu'en fait, à ce Straingram, tu trouves ce print à 3 € et que toi, tu fais un truc très similaire, mais que ça coûte 30 € en fait? Ouais, en fait, tu le justifies en montrant qu'il y a un humain derrière. Et ça, c'est assez terrible, parce que tout le monde ne fait pas ce pont-là. Les gens, ils sont assez barbares. En plus, moi, c'est arrivé là, au marché de Noël, que quelqu'un passe devant mes prints et sont en mode « Oui, bon, ça, de toute façon, je le trouve à Ikea. » Et toi, t'es là. Super, j'ai mis 20 heures à faire ça, merci en fait. Et en fait c'est pénible d'avoir à se justifier constamment. Mais en fait, humaniser sa création, c'est le seul moyen d'expliquer pourquoi les prix sont ceux-là. Parce qu'effectivement,
en tant qu'indépendant, financièrement, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Hein. Clairement, on n'a pas d'avantage. Enfin, c'est la merde, c'est précaire, c'est ultra précaire, Est-ce que j'ai dit que c'était ultra précaire? Et que Meuf, elle dit que, Louisa dit que elle se fait beaucoup tacler sur le fait qu'elle est plus influenceuse que illustratrice. Mais en fait, moi, j'ai quand même envie de faire une petite parenthèse là-dessus, en mode, mais la meuf, elle a la chance d'avoir des partenariats, genre mais laissez-la tranquille en fait. Genre pourquoi on est tous en course aux followers en fait? Dites-moi. Parce qu'en fait on veut de l'argent, parce qu'en fait on veut des gens qui achètent, parce que potentiellement on veut travailler avec des marques, donc en fait on veut des partenariats, donc en fait on veut exactement ce qu'elle a. Donc en fait, si pour elle ça marche, mais laissez-la tranquille, puisque vous-même c'est ce que vous recherchez. Donc mais qui êtes-vous? Taisez-vous, merci. Elle se dit, si le système il fonctionnait autrement, je n'accepterais pas les partenariats, et j'entends. Seulement, elle a déjà la chance d'être dans ce step où elle a suffisamment de communauté pour avoir des partenariats, mais arrêtez de lui taper dessus en fait, c'est son moyen de gagner de l'argent, c'est quoi le délire en fait? Si c'est fait d'une manière assez éthique et réfléchie, je pense que c'est globalement ce qu'elle fait, je vois pas où est le problème quoi, je veux dire, parce que ça veut dire que c'est plus honorable si j'allais être caissière chez Carrefour pour boucler mes fins de mois. Mais c'est la même chose en fait, genre chacun... On est tous des galériens en fait, il n'y a pas de meilleure ou de moins bonne façon de gagner de l'argent. De même qu'il y a des gens, je sais pas, ils font du tatouage au black ou des trucs comme ça. En fait, c'est pas le comment, hein, c'est est-ce que t'as l'argent au bout du compte pour continuer un truc que t'as envie de faire et construire quelque chose. Donc bon, évidemment, à prendre avec parcimonie ce que je dis, je vous dis pas d'aller vendre de la drogue bien sûr, mais vous avez compris. C'est quoi le bail de taper sur les gens qui font des partenariats? C'est pas comme si elle faisait des partenariats abusés de zinzin en mode les gens de la télé-réalité là, vous avez capté. Bref, parce qu'en fait j'ai l'impression que dans tous les cas on est perdant. C'est-à-dire que si on est trop pauvre pour faire de la qualité, on est perdant. Si on est trop riche, on est perdant parce qu'on est trop riche, on va quand même pas montrer notre richesse. Si notre boutique elle fonctionne pas, on est des losers. Mais si notre boutique elle fonctionne trop, on est des opportunistes. Et donc si on fait pas de partenariat, ça veut dire qu'on floppe un peu, voilà. Mais en même temps si on en fait, ça veut dire qu'on profite du système et qu'on pousse à la consommation. Les gars, en fait... c'est quoi le bon deal en fait? Expliquez-moi. Et la meuf est en train de se vriller la tête à devenir une haineuse. Là, ça y est, c'est parti. Mais en fait, ce que je veux dire, je l'ai encadré sur mon cahier. La précarité est réelle en fait. Moi, demain, j'ai une opportunité de faire un très bon partenariat. Le mec, il me dit, moi, je te paye 10 000 € pour faire une vidéo. Mais oui! Pourquoi j'irais dire non? Encore une fois, dans la limite de ce que je considère être éthique. Je vais pas faire un partenariat pour Chine. Si c'est fait dans le respect de nos convictions, je vois pas où est le problème. Voilà, point. C'est tout ce que je voulais dire. D'ailleurs, petit aparté, encore, parce que là je suis dans mon chapitre de rageuse, les gars, quand là il y a eu le débat sur l'abaissement du seuil de la TVA, les gens là qui disaient oui non mais de toute façon vous si vous n'avez pas 100 000 € de CA par an et que vous vous plaignez de l'abaissement du seuil de TVA, en fait c'est que vous n'êtes pas fait pour être auto-entrepreneur parce que clairement vous n'avez pas le mindset nécessaire de l'entrepreneur si vous n'aspirez pas à plus en fait. Est-ce que j'ai besoin de commenter ce genre de réflexion là? Voilà. Allez, j'en dis pas plus, je vous laisse avec ces considérations-là. Voilà, allez, on passe au chapitre, le tabou de l'argent. Parce que j'étais en mode rageuse, j'arrête. La position de vulnérabilité, la meuf qui râle, voilà, vous l'avez vu. Elle parle du mythe de l'artiste désintéressé. Et ça, j'ai trouvé ça ultra passionnant, parce que là, on rentre un peu dans des constats plus philosophiques, mais c'est réel en fait. C'est-à-dire que pourquoi on crée? Parce qu'on a envie, parce que ça nous fait vibrer, parce que c'est quelque chose qu'on aime. Oui, et moi-même, j'aimerais pouvoir dire... Mais non, mais en fait, je suis tellement riche que je crée pour créer. Oui, évidemment, dans un monde merveilleux, je suis rentière et je crée pour créer. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais en fait, aujourd'hui, si je dois marketer et vendre mon art, c'est parce qu'en fait, c'est interconnecté. Je vais pas pouvoir pérenniser mon activité si elle finit pas par me redonner quelque chose en échange. Parce qu'en fait, sinon, je vais devoir... Parce que la vie étant ce qu'elle est et le système étant ce qu'il est, on fonctionne avec de l'argent. Donc en fait, je peux pas ignorer cette problématique. C'est l'histoire de ma vie. C'est-à-dire que je n'ai pas envie que ma vie soit dirigée par l'argent, mais c'est une réalité, c'est une règle du jeu, je ne peux pas faire sans. Donc, si j'ai décidé que ce que je voulais faire, c'était créer, ça veut dire que je dois associer création et argent. Évidemment, dans un monde merveilleux, je voudrais être l'artiste désintéressé et le Van Gogh pauvre qui a vendu zéro œuvre de son vivant. Et effectivement, elle parle de la complexité à parler de la précarité chez les illustrateurs. C'est réel, en fait, on parle pas de la précarité, comme je l'ai dit un peu tout au long de cette vidéo, parce que c'est vulnérable, parce qu'on veut pas se décrédibiliser, parce qu'effectivement, en fait, potentiellement, je poste cette vidéo et je sais pas, il y a des professionnels qui tombent là-dessus et qui se disent, mais en fait, cette meuf, on va pas l'embaucher parce que elle a l'air complètement du père dans sa vie et c'est juste une rageuse avec ses 800 abonnés là, elle croit qu'elle va faire quoi? Oui, c'est sûr, peut-être que je me tire une balle dans le pied en faisant ça, mais après, je pense que ça a quand même
ça a quand même le but aussi d'être supra honnête sur la réalité du truc et je pense, enfin moi j'ai l'impression que l'honnêteté triomphe toujours, c'est peut-être ultra naïf de ma part, mais bah en fait je préfère dire voilà, là je galère plutôt que dire non non mais moi je sais tout et je glamourise ma vie et ma vie est incroyable et regardez sur les réseaux sociaux j'ai fait un réel où ma vie a l'air tellement romantique. Non en fait, et ça me ressemble pas et c'est pas la vraie vie. Il dit effectivement que parler d'argent sur internet, ça la met parfois face à ses insécurités et c'est ça qui peut être compliqué. Et effectivement, j'ai envie de rebondir là-dessus parce que j'ai eu un moment, enfin, c'est par moment, ça revient en général, où je suis un peu dans un down de douter de ce que je fais, etc. Et c'est vrai que les gars, je ne supporte plus. Je ne supporte plus de voir des vidéos et des réels de meufs qui se vautrent dans leur colis en fait. Ça m'insupporte en fait. Il y a une nana que je suis, une américaine, qui s'appelle Annika's Leaf. Donc elle a un truc un peu lifestyle et tout ça et j'adore parce qu'elle fait des recettes et tout donc c'est cool. Et elle a une boutique en ligne et tout ça. Et globalement, j'aime son contenu que je trouve pas prétentieux, hein. Mais c'est vrai que quand je vois une miniature en mode drop de la nouvelle collection et qu'il y a la meuf et au milieu elle est entourée de pyramides de carton dans ses locaux et machin, moi ça m'angoisse. Je suis désolée, mais ça m'angoisse en fait. Parce que réellement, moi, ma vraie vie, j'ai lancé ma boutique en ligne en novembre. Franchement, j'étais assez contente de mon drop. J'étais pas entourée de montagnes de colis en fait. Genre, déjà, là, je fais un drop, j'ai 3 commandes. Je suis ultra. J'ai de la méga gratitude de me dire, ouais, il y a 3 personnes qui achètent ce que je fais. 3. Pas 15 000, 3. Donc en fait, c'est vrai que je trouve que c'est ultra anxiogène parce que moi, quand je vois tout ça là, les réels où les nanas elles se jettent dans leur tout leur colis empaqueté et tout, ça m'angoisse parce que je suis en mode putain mais moi je suis pas assez performante, je suis pas assez, mais moi quand est-ce que je vais me jeter dans mes illustrations en fait, genre quand est-ce que je vais me baigner dans la piscine de dollars? Et en vrai c'est même pas tant un truc auquel j'aspire, je suis pas en mode je veux de la gloire et je veux plonger dans une piscine de colis, c'est pas ça, mais c'est sûr que ça crée ce truc là d'angoisse de ah je suis pas assez performante, je suis pas assez en fait. Et pour moi en tout cas c'est pas du tout moteur parce qu'en fait ça crée un truc de comparaison. Alors il y a des moments où ça peut me mettre un coup de fouet en mode c'est motivant, mais ce qui va me mettre un coup de fouet, j'avoue que c'est plus les vidéos typiquement comme celle d'Ectomorph où elle débunk un peu des trucs, où elle détaille un peu des trucs sur le quotidien qui sont plus proches de la réalité, de me dire ok vas-y on est ensemble, let's go. Plutôt que de regarder les nanas qui sont en mode ah j'ai fait 400 000 de chiffre d'affaires ce mois-ci, regardez comment j'ai fait, lisez la description. Et ensuite on voit la meuf qui se jette dans ses colis là. Mais tant mieux si ça fonctionne pour vous. Mais c'est juste qu'effectivement, elle a raison, ça renvoie à ses propres insécurités et c'est dur. C'est là aussi où je pointe du doigt que ce genre de contenu romantisé, ça a ses limites. Parce que dans un sens ça fait rêver et c'est ce fameux biais du survivant, mais en même temps, moi, ça me fait dire, bah ouais, en fait, j'ai lancé une collection de Saint-Valentin, j'ai fait 13 €, let's go, yes. J'espère que ce petit talk vous a plu et que vous avez trouvé des pistes de réflexion intéressantes. N'hésitez pas à m'en parler, les seules 2 personnes qui verront cette vidéo. Ma conclusion, je pense que c'est évidemment qu'il faut en parler le plus sincèrement possible, il faut ouvrir la discussion vraiment là-dessus parce que je pense que c'est un vrai sujet. Évidemment là je vous dis ça en full vulnérabilité puisque je suis personne, que j'ai fait 0 vidéo sur YouTube et que j'arrive comme ça comme une fleur en mode je réponds avec Ectomorph. Je sais pas pour qui je me prends. Je vous le sers comme ça sur un plateau, c'est non préparé, c'est en roue libre, mais j'espère que ça vous a quand même intéressé et que ça vous a fait un peu réfléchir un minimum. Et moi-même ça m'a fait réfléchir, c'était une auto-conversation mine de rien. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à relayer, partager, enfin vous connaissez un peu la chanson, commenter et aussi m'encourager parce que c'est ma première vidéo et j'ai eu un mal fou à la coucher vu que comme je vous ai dit j'en avais déjà tourné d'autres avant. Si ça vous plaît et que vous voulez que je continue à blablater comme une zinzin ici, eh bien dites-le moi, voilà, et je continuerai. En tout cas c'était une bonne expérience même si insupportable cet iPhone qui n'a jamais de mémoire, mais c'était chouette. Allez bye bye bye.